Oui, donc je vais arriver à Alice Spring, peut-être avant, là, parce qu'Alice Spring ouvre tout un autre volet vraiment donc de cet itinéraire. Donc, quand je suis arrivée en Australie, euh, ce qui m'a une des choses donc qui m'a frappée quand je rencontrais, parce qu'on rencontre, ou à l'époque en tout cas, j'avais rencontré beaucoup de jeunes, hommes, femmes de mon âge, qui revenaient des Indes et qui étaient, en règle générale, totalement perdus et paumés. Donc, soit eux s'étaient fait rapatrier, soit ils avaient sombré dans la drogue, soit ils ne réussissaient pas à faire le pont entre l'Inde, la vie en Inde et ce que c'est que l'Inde, et de revenir dans un monde occidental. Donc, ils étaient vraiment, c'est ça, très souvent complètement désorientés. Et c'est là que j'ai réalisé, moi, je me suis, l'Inde m'avait énormément apporté. Hein? Et l'Inde m'avait apporté des leçons de vie, des leçons d'humanité. L'Inde m'avait beaucoup donné. Ben, j'avais accepté aussi. Je m'étais pliée là, aux disciplines et aux enseignements. Mais je me sentais bien ancrée, très bien ancrée justement, euh, dans la vie, dans les vicissitudes de la vie, et c'est ça, je saisissais mal pourquoi donc ces jeunes-là trouvaient pas leur place finalement de retour chez eux, trouvaient plus leur place dans la vie, savaient plus quelle orientation lui donner. Donc moi c'est un sentiment que j'ai jamais eu. De la même façon que tout le temps que j'ai voyagé, j'ai jamais eu le mal du pays. Et ça, on en rencontre beaucoup, là, des gens que ça soit, tu arrives en Iran, en Afghanistan, en Inde, les gens disent, je vais retourner chez nous, tu sais, maman vient me chercher. J'ai jamais eu ce sentiment-là. Tu sais, jamais du mal du pays. Moi, je continuais ma route, là. Je découvrais, puis je découvrais le monde, je découvrais la diversité, je découvrais la différence. C'est ça, là, qui, moi, venait me nourrir et m'habiter. Et ça a été ça après tout mon parcours comme anthropologue. Mon fil conducteur, mon leitmotiv, c'est la différence sous toutes ses coutures. Et donc, j'arrive à Alice Spring, et effectivement, donc on est en plein cœur de l'Australie. C'est une région où il y a la bonne partie de la population est aborigène, mais tout autour d'Alice Spring, dans les régions environnantes, on est dans des régions désertiques aussi. Il y a beaucoup de communautés aborigènes. Euh, En 1976, donc le gouvernement australien a passé ce qu'on a appelé le Northern Territory Land Rights Act. Okay? Donc le Northern Territory Land Rights Act, c'est donc la première législation en Australie qui reconnaissait les droits aborigènes. Et donc, de ça va naître le Central Land Council, le Northern Land Council, des organismes qui représentaient les aborigènes, qui les accompagnaient dans le processus de revendication territoriale. À la même époque, au Canada, en 75, 76, 75, les CRI vont signer la Convention de la baie James et du Nord québécois. Hein? Donc, la convention que les CRI ont signée éteignait le titre ancestral, mais leur donnait des droits modernes, hein, sur les territoires. En Australie, le Northern Territory Land Rights Act reconnaît le titre ancestral. Donc, on est très différents. Et donc, depuis le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui, entre-temps, il y a eu des revendications territoriales, c'est-à-dire que des terres sont redevenues pleinement terres aborigènes. C'est 20% du territoire du Nord qui est terre aborigène. Et plus encore, du fait qu'ils étaient donc reconnus propriétaires traditionnels, bon, on pourrait discuter de l'expression elle-même, mais des propriétaires traditionnels de leurs terres, ils avaient le droit de veto. Ils ont le droit de veto sur toutes les
euh, les, euh, les projets miniers sur leur territoire. On sait que l'Australie, donc les mines sont omniprésentes, le lobby minier est très important. Dans le nord, tu as des mines d'uranium, diamants, or, tu sais, je veux dire, ça sort de partout, là. Mais les compagnies minières étaient obligées de négocier, non pas par l'intermédiaire avec le gouvernement, mais directement avec les propriétaires traditionnels qui avaient un droit de veto, qui pouvaient dire oui ou non. OK? Donc, habituellement, ils disent oui, les aborigènes disent oui, mais des redevances. Donc, tu sais, il y avait, donc les redevances, on parle là de redevances, tu sais, c'est important, là. Bon, il y en a qui vont, évidemment, on peut dire que s'ils avaient bien investi cet argent-là depuis le début, ils auraient probablement, là, ils seraient en meilleure situation aujourd'hui. Mais là où ils ont beaucoup investi, dès qu'ils ont commencé à toucher des redevances, le territoire reste encore, et à l'époque, donc très important. Donc, ils vont investir pour construire ce qu'on a appelé des outstations. Donc, on va avoir le mouvement des outstations, ça veut dire qu'ils vont laisser à la fois tout le nord de l'Australie, tout le centre de l'Australie, là où vit la majorité de la population aborigène, qui avait été donc dans les... Bon, ça s'est étalé depuis la fin du 19e jusqu'aux années 1950, mais ils avaient été obligés de se regrouper, soit dans des missions ou dans des communautés gouvernementales. Okay? On les avait retirés de leur territoire pour les regrouper. C'est toute la période coloniale, là. Et donc, les outstations, c'est qu'ils vont laisser ces communautés-là pour aller se réinstaller sur le territoire ancestral. Et avec les argents, bien, ils peuvent construire une piste de brousse, ils peuvent faire un puits, ils peuvent construire quelques petites maisons c'est rien, pas très élaboré, mais ça leur suffit. S'acheter un ou deux véhicules, des 4x4, okay, pour aller à la pêche, à la chasse, à la cueillette. Donc, moi, j'arrive à Alice Springs, et donc le Northern Territory Land Rights Act a été voté, mis en application, et donc commence tout ce processus des revendications territoriales, et donc la preuve anthropologique. Et donc, c'est assez bouillonnant. Hein. Même chose au Canada, je te dirais, toute la question des droits autochtones, au début des années 80, on est plein d'espoir. Hein. Les revendications politiques et territoriales. Et donc, je commence un petit contrat avec le Central Land Council sur donc, une revendication territoriale. Mais entre-temps, Warwick, mon compagnon, répond à une offre d'emploi dans une mission catholique, une des dernières à l'époque. Là. Il n'en reste presque plus de missions. La plupart étaient plus les églises protestantes. Il y avait quelques églises catholiques. Donc, c'est une mission catholique. Le missionnaire avait mis une annonce dans les journaux locaux. Il cherchait un cuisinier pour les Blancs dans la communauté. Donc, pour cuisiner pour les missionnaires, les religieuses et les employés d'entretien. Une communauté qui s'appelle Balgo. Et Warwick répond, pose sa candidature et il y a la job. Donc, il est à Adélaïde. Et là, donc, il doit monter dans le désert. Donc, il arrête à Alice Springs parce qu'à ce moment-là, le seul lien entre la communauté de Balgo, qui est à 800 km au nord-ouest d'Alice Springs, perdu dans le désert, et le lien par avion, donc, c'était les petits Cessna, là, ou je ne sais pas trop, d'Alice Springs jusqu'à Balgo. Donc, il prend l'avion, il s'en va à Balgo et il commence donc sa job de mission cook. Et, comme j'ai dit tantôt, il est magicien, hein, avec la nourriture. Et donc, après quelques semaines, il parle de moi au missionnaire, en disant est-ce que ma conjointe peut venir me rejoindre. Puis là, le missionnaire dit êtes-vous marié? Ben, il dit non. Ben là, le missionnaire, désolé, c'est pas possible, parce que la mission, quand on est employé de la mission, il nous octroie une maison et un véhicule. Bon, mais pour moi, Warwick, il l'a eu par la panse. Je suis sûre. Parce qu'il a faibli et le missionnaire est d'accord, elle peut venir. Et donc là, à mon tour, de prendre le petit avion d'Alice Springs, et là, tu survoles le désert pendant quelques heures. Là, juste ça, c'est assez... c'est magnifique. Et donc, j'arrive à Balgo,
donc sur le airstrip. Hein, on ne peut pas parler d'aéroport, tu connais ça dans le Nord, dans l'airstrip. Et à l'aéroport, donc, m'attend le comité d'accueil, c'est le missionnaire, quelques aborigènes donc, qui s'occupaient là, de recevoir l'avion, et beaucoup d'enfants. Et, et là, c'est ouvert sur le désert. Là. Et en débarquant de l'avion, je m'en rappelle très bien, ça a comme fait, OK, ici, je pose mon baluchon pendant un certain temps. Je vais rester ici. Et effectivement, donc, je suis arrivée en août 80 et je suis partie en janvier 82 parce que j'étais obligée, sinon je serais restée. Et donc j'arrive, bon, Warwick va me montrer les rudiments de la cuisine, comment tenir une cafétéria, puis on cuisinait pour une vingtaine de personnes. Donc, il y a à peu près une vingtaine de Blancs, puis 400-500 aborigènes. Puis c'est deux mondes, hein? Donc, tu as le quartier des Blancs, okay, avec les maisons, puis la cuisine, puis l'église, puis le monastère. Et hop, à l'écart, tu as les campements aborigènes. Remarque, les aborigènes, ça faisait leur affaire aussi. À l'époque, il n'y a pas beaucoup de maisons. Là, okay? Ils sont vraiment encore dans ce qu'on appelait des humpies. Là, ils se faisaient des abris avec de la tôle galvanisée, des branches d'eucalyptus. Le gouvernement avait construit quelques maisons, mais ils avaient déjà, ils avaient habité les maisons à leur façon. C'est-à-dire tout ce qui était bois, portes, fenêtres et tout, ils avaient pris pour faire du feu, là, parce qu'ils cuisinaient, encore tous cuisinaient à l'extérieur. Donc, les maisons étaient des belles, c'était en briques, mais c'était des aires ouvertes, puis finalement, c'est les chiens qui habitaient plus dans la maison que les gens étaient dehors. C'était des gens de dehors, c'était des nomades, ça faisait pas longtemps là, qu'ils étaient... qu'ils avaient joint la mission. Et donc, oui, je vais apprendre les rudiments de la cuisine. Mais imagine, là, tu es en plein désert, donc la température, saison chaude, tu es autour de 40 degrés. C'est pas climatisé, ma cuisine, là. OK? Puis c'est des plaques chauffantes, là. À 5 heures du matin, je pars toutes les plaques chauffantes pour faire des lamb chops, puis des sausages, puis du bacon pour les Australiens. Ça mange de la viande, ça. Donc, inutile de vous dire que j'ai pas été végétarienne longtemps. J'étais encore végétarienne, mais c'est pas tant ça qui m'a... C'est dès quand j'ai commencé à aller à la chasse à la cueillette avec les aborigènes, là, tu sais, des chasseurs. Là, donc, tu dis pas que t'es végétarienne, là, tu sais. Donc, mais bon, tu vas donc accepter plus ou moins mon travail de mission cook, là, mais c'était mon passeport, c'est ma seule façon de rester là, parce que le missionnaire, il avait vraiment main mise sur la communauté. Il n'était pas question que tu arrives là comme globe-trotteur ou simple curieux ou parce que tu as envie de vivre avec les aborigènes. Je dis, pour lui, là, ça ne marchait pas. Et donc, Warwick nous avait trouvé notre passeport pour être là. Et à la cuisine, ben, j'avais des femmes aborigènes qui venaient me donner un coup de main, OK? Pour la préparation, pour l'entretien, la vaisselle et tout. C'était des femmes à peu près de mon groupe d'âge. Et dans le système de 8 sous-sections universelles chez les aborigènes, donc dans ces régions-là, c'est 8 sous-sections. C'est un système assez complexe, merci. Universel dans le sens où tout ce qui existe, que ce soit humain, non humain, objet, tout ce qui existe, les lieux, tout ça doit appartenir à une sous-section, sinon tu n'es pas un être complet, que ce soit humain ou non humain, sinon tu n'es personne. Et donc, toutes ces femmes-là, la plupart étaient Nabangari, la sous-section Nabangari. Elles étaient, comme je disais, sensiblement le même groupe d'âge que moi, et donc elles m'ont adoptée comme Nabangari. Elles m'ont octroyé la sous-section Nabangari. Les motifs exactement, je ne sais pas, je dis c'est parce qu'elles étaient du même groupe d'âge que moi, mais c'était peut-être autre chose, mais elles m'ont désignée comme leur sœur. Hein? J'étais Nabangari. Et donc, à partir du moment où je suis Nabangari, ben là, ça veut dire, oui, je suis acceptée dans le tissu social, c'est que là, tous les autres savent comment agir vis-à-vis moi, comme mari, comme père, comme enfant, comme fils, comme nièce, comme cousin, cousine, sur la base de cette 8 sous-sections. Okay? Comme en étant Nabangari, mon conjoint est Jambijin, mes enfants sont Nangala, Jangala. Nangala pour les filles, Jangala pour les garçons. Okay? Bon. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est assez complexe.
Barbara Glosowski a fait un excellent travail, essayer de modéliser là, toute la complexité là, du système de 8 sous-sections. Mais là, moi, à ce moment-là, donc, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas ethnographe, je suis mission cook, globe-trotteur, et je suis Nabangari. Donc, j'ai un véhicule. À une époque, la mission donc, nous octroyait un véhicule. À une époque où les aborigènes n'ont pas encore, là, ils n'ont pas vraiment accès à l'argent. Ils ont des subsides du gouvernement, là, mais donc il n'y a pas beaucoup de véhicules. En fait, il n'y en a presque pas pour les aborigènes. Et donc, dès que j'avais un moment, dès que j'avais un petit trou dans l'après-midi, après le déjeuner, le dîner, avant le souper, j'avais un petit trou, plus j'avais mes 1 ou 2 journées de congé par semaine, on partait. J'embarquais donc. Eux embarquaient dans le véhicule, autant de monde que la suspension pouvait en prendre, et ça veut dire beaucoup. Et on partait, on allait dans le bush, à la chasse, la cueillette. Oui, chasse et cueillette. Et ça, donc, là, oui, et donc, ça a été... ça aussi, donc tout cet apprentissage là, des savoirs locaux, les gens que je côtoyais, ben, ces femmes dont je parlais et leurs familles, donc les femmes, leurs maris qui étaient plus âgés, parce que souvent c'était des secondes épouses, donc leur mari était plus âgé. Et il y avait toute cette génération qui en fait était née dans le désert. Avait rejoint la communauté, la mission dans les années 60. Même si la mission avait été établie dans les années 1940, les aborigènes n'ont pas convergé rapidement. Là, ils se sont donné du temps, ils les observaient. Ils venaient de temps en temps quelques jours parce que la mission avait quand même de la farine en abondance et de l'eau en abondance. Ils avaient creusé des puits. Donc, ils venaient. Mais ils se gardaient une petite gêne, ils installaient leur campement en périphérie. T'sais. Puis moi, quand je suis arrivée, c'était un peu ça, là, spatialement parlant. Leur campement est encore, d'une certaine façon, en périphérie. Ça veut dire on est là, mais on n'embarque pas complètement. Hein? Mais toute cette génération qui avait vécu de manière autonome, nomade, de chasse, de cueillette, dans le désert, sur la base d'une tradition, tu sais, l'Australie, c'est une civilisation de 40 000 ans, là, isolée sur le désert australien. Et 40 000, et bon, il y en a, là, je ne rentrerai pas dans les débats, mais il y en a qui disent que c'est plus vieux que ça encore, là, isolés sur le continent australien. Donc, ils ont développé une civilisation assez unique, là, et une connaissance de ce milieu. Là, en plus, tu es dans le désert. Donc, je me dis toujours, le désert australien puis le Grand Nord québécois, c'est probablement les 2 milieux les plus inhospitaliers de la Terre. Là. Et des gens y vivaient. Et ils vivaient de manière très riche, même s'il y avait des revers, même s'il y avait des difficultés, même s'il y avait des périodes de disette, même s'il y a tout ça. Mais quelque part, ces gens-là, en tout cas, les Australiens ont développé ne serait-ce qu'une cosmologie d'une richesse extraordinaire. Là. Mais là, j'en suis pas encore là, comme mission cook, là. J'en suis pas encore à la cosmologie, mais juste à découvrir la chasse, la cueillette, la chasse au gros gibier, au petit gibier. Donc, le gros gibier, c'est kangourou, émeu, dindon sauvage. Mais petit gibier, c'est surtout ça. Là, c'est hommes et femmes, là, mais le gros gibier, c'est plus une affaire des hommes. Cueillette, petit gibier, c'est plus une affaire des femmes. Mais petit gibier, c'est tout, donc l'éventail, toutes les sortes de... Oui, il y a des serpents, donc les non venimeux. Venimeux. Et les lézards, toutes les sortes de lézards, toutes les grosseurs. Et donc là, ce que je vais découvrir avec eux, mais là, laissez-moi juste quand même... Ce que je vais découvrir avec eux, c'est donc cet art de pister et de creuser. Ça m'a ébloui. Donc d'abord, la corporéité, quand les hommes et les femmes, quand ils sortaient de la mission, ou à la mission, il n'y a rien pour eux. Là. Ils étaient là, puis à part jouer aux cartes, là, puis... la mission essayait de leur donner des petits travaux, tu sais, mais c'était toujours des petits travaux, tu sais... entretien au magasin général ou entretenir la pelouse du missionnaire ou des jobs qui pour eux ne faisaient aucun sens, ok? Puis des gens qui étaient remplis d'une richesse sur le plan rituel, mais sur le plan de la connaissance du territoire.
Donc, tu sais, on passait à côté de tout ça, là. On essayait, tu sais, d'en faire, ben, c'est ça, là, d'en faire des gens comme nous qui se plairaient de travailler à des jobs d'entretien ou je sais pas quoi. Ben oui, il y avait l'éducation, on allait, donc on leur prévoyait des avenirs. Bon, en tout cas, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là, les enfants n'étaient pas là non plus, même s'il y avait une petite école, là, les enfants à l'époque étaient ailleurs, ça c'est sûr. Les religieuses avaient de la misère à les tenir à l'école. Et donc, dès qu'on arrivait on quittait la communauté, quand on partait donc camper. C'était toujours l'idée, on va aller faire un campement, même si c'était juste pour quelques heures. Donc, ils apportent les couvertures pour étaler sur le sol, ils apportent le bâton à fouir, j'ai en parlé tantôt, un fusil s'ils en ont un belly, un chaudron pour faire le thé, la farine pour faire le pain là, dans les cendres chaudes. Donc, c'était toujours, on part, tu sais, nous, on appellerait ça, on va faire un pique-nique. Mais eux, ils n'apportaient pas le pique-nique avec eux, ils allaient le chercher sur le territoire. Et donc, dès que les femmes donc, prenaient leur bâton à fouir, tu sais, qu'elles portent comme ça ou elles portent là, comme ça, et là, ça partait, elles partaient, et donc le sol désertique, à la recherche de pistes, l'art de pister. Et elles pouvaient, donc c'est un sol sablonneux, là, et c'était comme un livre à ciel ouvert, là. Elles pouvaient décoder toutes les pistes, là. Et les pistes, elles sont nombreuses. Il y en a que c'est juste, c'est rien, là, c'est juste une pierre qui a roulé. Il faut que tu puisses, sur ça, identifier la piste du lézard ou du serpent. Et un lézard et un serpent, ben, c'est pas une grosse piste, là. Hein? Et plus encore, c'est que, donc, elles sont là, elles marchent. Puis là, on voit quand elles se mettent à accélérer. OK? Elles se mettent à accélérer. Là, tu te dis, OK, elles ont repéré quelque chose. Et là, tout à coup, flash, elles se mettent à courir. Mais c'est parce que la piste, OK, là, elles ont vu la piste, elles ont vu que c'était frais. Et là, à hauteur d'homme, elles ont vu que les grains de sable continuaient à tomber sur la piste. Mais la piste, là, c'est la ligne de ma main, là. Elles ont vu que le grain de sable continuait à tomber, donc ça veut dire que l'iguane, le goanna, l'iguane, il n'est pas loin, il est presque. Donc, ça vaut la peine de courir pour aller. Et là, l'iguane, lui, il a su qu'il comprend vite qu'il est chassé, qu'il est poursuivi. Donc, eux ont des galeries souterraines partout sur le territoire. Donc, il va s'enfoncer dans une galerie. Et donc, là, elles vont repérer là où il vient de rentrer, mais il peut être allé n'importe où, dans la galerie souterraine. Et là, elles sont à 4-5 avec le bâton à fouir pour identifier les galeries. OK? Puis là, ben, elles se mettent, elles disent à 2-3, toi, tu creuses là, creuses là, creuses là. Puis là, ça se met à creuser. OK? Et ce qu'il ne faut surtout pas, parce que, donc ça, elles me l'ont vite appris, tu ne mets jamais ta main. Quand c'est pas ça, tu ne mets jamais ta main dans le trou. Parce que l'iguane, hein, il y a des mâchoires qui croisent. Donc, s'il te prend, t'es fait. C'est la queue, tu sais. Il faut que tu vois la queue, puis là, tu tires la queue. T'es correct. Mais elles vont creuser, puis c'est ça aussi l'art de creuser. Elles vont creuser des heures de temps. Elles savent qu'il est là, qu'il n'a pas pu ressortir parce qu'elles n'ont pas vu de trace d'une galerie, d'une sortie de galerie où on le voit ressortir. Et donc, elles vont creuser, mais les iguanes, surtout, donc, là, c'est un gros gibier quand même, là. Ça reste un petit gibier comparé au kangourou, mais les iguanes peuvent être assez grosses, là. Okay? Donc, il y avait ça, cet art de pister et cet art de creuser. Mais il y a aussi la patate douce sauvage, okay? Le candy. Patate douce sauvage, pareil. C'est que là, tu as l'arbuste, donc ils vont repérer l'arbuste, mais c'est des racines souterraines, OK? Et donc, ça peut aller dans n'importe quel sens. Et là, il faut repérer la fissure sur le sol sablonneux qui indique qu'il y a un gros tubercule sous terre. Et là aussi, il faut creuser. Okay? Mais attends, il y a des photos que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est à peu près, ça c'est une vue qu'on a de la communauté de Balgo. Okay? Donc ça ouvre sur un désert sur plusieurs milliers de kilomètres, là. Ça vous donne une idée de creuser pour le candy, pour la patate douce. Et des trous comme ça, pour un iguane, tu vas en faire plusieurs, là.
Mais donc, elles peuvent creuser plusieurs, tu sais, ça peut être quelques mètres quand même. Donc, avant de commencer à creuser, pour s'assurer qu'elles ne vont pas tomber sur un petit candy, qu'elles vont tomber sur quelque chose qui en vaut la peine, une grosse patate douce, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas dans un tubercule là, qui ressemble à la patate douce, avec leur bâton à fouir, elles cognent sur le sol. Hein? Et la sonorité leur donne une idée de la profondeur et de la grosseur. Non, mais regarde, tu sais, quand on parle de savoir traditionnel, là, hein? C'est ça. Tout ça a été perdu. Là. Moi, ça me crève le cœur. Probablement perdu, en tout cas. Il y en a qui ont été transmis, mais je ne pense pas que les jeunes aient la patience de ces gens-là. Mais tu sais, cette génération-là avait vécu dans le désert, donc savait exactement c'était quoi, pouvait repérer les points d'eau. Tu sais, parce que dans le désert, c'est ce qui est le plus important, les points d'eau. Puis des points d'eau encastrés dans le rocher, qui sont presque permanents à l'année. Tu en as un tous les 300 km, 400 km. Les autres, c'est des points d'eau souterrains, puis il n'y a que les aborigènes qui pouvaient les repérer. Là.